Bonjour, très honoré de faire partie de cette réunion. Je suis venu surtout pour apprendre, parce que c'est vous les spécialistes. Je voulais d'abord et avant tout remercier Adama Ouattara pour l'invitation, pour la flexibilité aussi de supporter le changement de programme et toute l'équipe de Ginkovery. Shahinga Akanian, je suis basé à Cambridge, l'autre Cambridge, pas votre Cambridge en Angleterre. Mitoyenne de Boston, dans la quartier Kendall Square, qui est aujourd'hui 2,5 miles carrés et la concentration la plus élevée de biotech dans le monde. Je suis un ancien de l'assistance publique Hôpitaux de Paris, très fier de cette formation médicale en France. Mon maître était le professeur Willy Rosenbaum, qui était le co-découvreur du virus du sida. Et en matière pharmaceutique, je suis un pur produit de Vertex Pharmaceuticals, où j'ai travaillé comme vice-président avec le fondateur, le docteur Joshua Boger. En discutant avec Adama sur votre thématique qui est les données de la vie réelle, je voulais vous apporter le point de vue d'un praticien, de quelqu'un qui est sur le terrain. Donc vous êtes les spécialistes, j'espère ainsi vous interpeller un tout petit peu sur les différentes facettes. Je me suis trouvé en position de générer des données de la vie réelle, mais aujourd'hui, je suis plutôt du côté utilisateur. On va voir comment. Donc, j'ai organisé cette présentation en commençant par une étude de cas. Ensuite, on va voir ensemble quelques aspects que je veux peut-être souligner. Et enfin, quelques conclusions un peu personnelles. Et je voulais aussi vous soumettre quelques idées sur l'impact que vous aurez en tant que générateur, en tant que société ou chercheur, vous générez ces données-là sur les professionnels de santé. Alors, la définition admise aux États-Unis, c'est la définition de l'agence de l'FDA, qui sont très, très vastes, très larges, très non spécifiques. C'est tout données collectées, finalement, de variétés de sources. Et on va voir ensemble un peu le cheminement réglementaire, mais donc on utilise une définition qui est extrêmement large. Alors, commençons par notre étude de cas. Nous sommes au mois de mai 2020, en pleine crise de Covid aux États-Unis comme partout dans le monde. Et une publication apparaît au New England Journal of Medicine sur maladies cardiovasculaires, traitement et mortalité. New England Journal of Medicine, fondé au 19e siècle, basé à Boston, l'élite de la publication mondiale, comité de sélection très dur, 10% seulement des papiers sont acceptés, des statisticiens de haut niveau, même niveau que l'FDA, pour avoir eu affaire avec eux, et une réputation impeccable. Les auteurs sont tous des cardiologues connus. Le professeur Mandip Mehra est une sommité, cardiologue de renommée nationale et internationale, signe en premier. 8910 patients issus des données de la vie réelle et la conclusion, c'est contrairement à ce qui a été dit jusque-là, il ne trouve pas de rapport de corrélation certains types de médicaments et une surmortalité intra-hospitalière.
Les diapos que vous voyez en fond noir sont de New England, ont été fournis par le journal. Je savais que j'avais dans l'auditoire des personnes qui travaillaient directement, donc je vous donne quelques détails. D'abord, ils ont utilisé un registre qui s'appelle Surgical Outcomes Collaborative Registry, géré par une société qui s'appelait Surgisphère. Et vous allez voir que votre activité en tant que société, en tant que parfois peut-être que contractuelle des grandes organisations, etc., vous allez voir que ça va très loin. 169 hôpitaux, 11 pays, Asie, Europe, Amérique du Nord. En fait, ils ont utilisé les dossiers électroniques et en consultation et en hospitalisation, les fournisseurs de médicaments, croisement avec les dossiers de services de comptabilité, une entrée de data manuelle pour s'assurer de qualité, la validation, mais une collection automatisée des données contrôlée de manière régulière. Dictionnaire standardisé, dictionnaire de données standardisé, collecte, comme je l'ai dit, validée contre les données de services de comptabilité pour chaque patient et suivi des recommandations en cours, mais il n'y a pas eu de comité d'éthique. Ce n'est pas tellement les résultats que vous voyez ici. Absence de relation entre les médicaments et la mortalité, que les conséquences que je voulais discuter avec vous. Très vite, suite à cette publication, moi je suis abonné au journal, j'ai vu arriver une pluie de lettres. Vous pouvez alors, pour le journal, s'il y a un papier dans le journal, vous avez une opinion, vous pouvez envoyer un courrier. Ce courrier aussi, il est reviewé. Une pluie de lettres venant de partout, notamment des hôpitaux qui étaient impliqués dans la recherche et mettant en question les conclusions. Presque chaque semaine, on a vu une augmentation. Et la presse aux États-Unis aussi s'en est mêlée. Le journal lance une enquête, est obligé de lancer une enquête, et à la fin, il y a eu cette rétraction. Donc les auteurs ont retiré leur papier en demandant pardon aux lecteurs, et on a appris avec stupéfaction qu'en fait les auteurs n'avaient pas accès aux données brutes, qui est la règle. Il faut que quand vous publiez, les auteurs puissent avoir accès aux données brutes. Pas d'accès aux données brutes, dans l'impossibilité de faire un audit par auditeur indépendant, donc les données primaires non validées. Premier auteur, donc comme je vous ai dit, cardiologue qui est une sommité, et deuxième auteur, le PDG, lui-même académique, mais aussi le PDG de cette société. Il faut voir que si vous êtes à la faculté Harvard, un article retiré de New England, c'est presque c'est le peloton d'exécution. Hein. C'est dans une carrière académique, c'est la honte totale, c'est la peloton d'exécution et donc un tremblement de terre amplifié par une rétraction dans un autre journal qui est le Lancet de notre article Covid. On peut en parler, pourquoi, etc. Donc, c'est la première fois de cette ampleur, les données issues de la vie réelle sont à l'origine d'une polémique de cette ampleur. Mais la polémique ne s'arrête pas là.
parce que vous voyez, ou j'espère, United States Senate, le Sénat des États-Unis, a le pouvoir discrétionnaire d'enquêter sur des faits de société. Ils écrivent au Dr Rubin, éditeur en chef de journal, en les engueulant un peu beaucoup, et ils prennent acte que l'article a été retiré, mais ils demandent, numéroté 116, l'ensemble de documentation qui a conduit à cette catastrophe. Donc, une enquête indépendante par le Sénat. Le Sénat, je dirais, c'est plus le pouvoir, c'est un peu plus peut-être comme l'Assemblée nationale ici que l'inverse. C'est très omnipuissant, car le Sénat a estimé que le devoir du journal est de former les médecins, de les informer en tant que crise. Et ils ont donné des informations complètement erronées, donc ils ont failli à leur responsabilité sociétale. Je pense que c'est peut-être un fait dramatique, mais ça met la pression sur nous, sur vous, car la puissance des données de la vie réelle, c'est autre chose que les études cliniques, où tout est contrôlé dans un environnement restreint dans le temps. Je regardais l'année 2000-2005, il y a eu une augmentation de presque 70% des publications au monde. Alors, vous connaissez les sources de données de la vie réelle. Personnellement, évidemment, les social media. Personnellement, je m'inquiète beaucoup car 30% de la population dans certains pays utilise les montres qui monitorent en temps réel votre santé. Donc, ce sont des données de la vie réelle. Évidemment, Clinic Claims, c'est les demandes de remboursement aux assurances, histoire familiale, etc., la littérature, ça vous connaissez bien. Mais le problème, c'est que il y a la qualité, il y a la méthodologie que vous allez utiliser au niveau statistique, peut-être du AI. Est-ce que les données on peut les reproduire, et finalement la qualité algorithmique, qui aujourd'hui n'est loin d'être standardisée. Donc, nous sommes au cœur de votre journée interopérabilité avec les challenges. Les potentiels, nous sommes tous d'accord pour dire on peut réduire, dit-on, la durée de développement des produits, on peut accélérer l'efficacité de la recherche, on peut faire du marketing intelligent, etc., etc. L'intérêt de l'agence américaine pour le Real World est venu après une loi de l'année 2016 qui était censée stimuler l'innovation dans les thérapeutiques. En 2019, nous avons les premières recommandations de l'EMA, l'agence allemande aussi. Il y a le Task Force Europe en 2020 sur le Real World Data. L'initiative Euroconvergence en 2021. Vous voyez ici en 2020 les grants de l'FDA. Alors, je voulais porter à votre attention, ça paraît, c'est pas très connu, mais vous pouvez demander des grants à l'agence pour vos travaux. Même si vous n'êtes pas établi, vous pouvez vous établir, même si vous avez une représentation, mais l'agence, ça c'est une facette pas connue de l'agence, c'est que l'agence conduit sa propre recherche.
Donc il y a eu 4 grants pour les données de la vie réelle que je peux retrouver, mais il y a la néonatologie, je pense qu'il y a la validation des données, etc. Il y a 4 grants à des universités. Donc, le dernier recommandation qu'on a aujourd'hui, ça date d'août 2023, qui sont utilisées pour les industriels. Alors, pour continuer les exemples, il y a 5-6 ans, j'avais la responsabilité du département développement clinique et affaires médicales de Stalergen Greer, société franco-britannique ou franco-américaine, leader mondial de l'allergologie. L'allergologie, vous le savez peut-être pas, est basée sur l'empirisme et en train de devenir une science. Les études cliniques qu'on avait en moyenne, c'est 2000-2500 patients. Fort effet placebo, sont très difficiles de démontrer l'efficacité en allergologie. Et l'idée a émergé d'utiliser des données de la vie réelle, en l'occurrence l'assurance maladie en France et en Allemagne, pour générer des données sur l'efficacité des agents que développait Stalergen. Mise en place de comités scientifiques, mise en place de comités d'éthique, comités indépendants de supervision. Et ces données nous ont aidés aussi à demander le remboursement aux États-Unis. Aujourd'hui, au sein d'une société qui s'appelle Decoy, qui est à Cambridge, nous sommes en train de mettre au point, en collaboration avec la Fondation Gates, un spray nasal pour interrompre la transmission du Covid. Phase 1 et 2, ça ne pose pas de problème. Il n'y a pas de pandémie de Covid. Donc pour la phase 3, je travaille sur une essai qui à base de données de la vie réelle, essai multicentrique, multinational, pour pouvoir générer des données d'efficacité. Voilà quelques exemples d'aujourd'hui. En conclusion, on revient à un seul mot, c'est la qualité. À la base du problème de New England, à la base de tout, il y a la qualité. La qualité, c'est la précision, accuracy, précision dans le collecte, dans la validité, dans la concordance entre la valeur mesurée et la réalité. Ensuite, il faut que ça soit complet. C'est-à-dire que l'ensemble des données soit pris en charge, la consistance des données dans les sites cliniques, dans des institutions, dans les hôpitaux, d'un centre à l'autre. Est-ce qu'on collecte la même chose? La provenance, il manque un N, en termes de chronologie, etc. La traçabilité des données. Fit for purpose, c'est-à-dire est-ce que ça répond à la question posée. Et enfin, autre sujet qui est votre spécialité, c'est la validation, car les protocoles de validation, il faut les mettre en place. Deuxième point sur la conclusion, c'est la formation. La formation de l'équipe qui va faire cette collecte, le maintien de consistance dans le temps, utilisation des systèmes automatiques et pas manuels pour monitorer la qualité, des audits en cours de route et des audits ciblés, fléchés sur certaines questions. Enfin, je voulais vous soumettre quelques éléments de réflexion par rapport à conséquences de ce que vous faites vis-à-vis la profession médicale. J'utilise dans le sens très large, un healthcare provider très large, infirmière, aide-soignante, technicien, etc. Moi, j'ai commencé mes études, on avait des traités de médecine, c'est vraiment une catastrophe parce que les jeunes étudiants, ils lisent plus les grosses traités, c'est fini. Alors que leurs données sont archi-validées, mais ils vont directement au journal online.
On avait des réunions de sociétés savantes, des réunions à l'hôpital, des sources pharmaceutiques. Aujourd'hui, vous avez les journaux online, vous avez des rapports des conférences. Pas la peine d'y aller parce que le rapport il sort un mois plus tard ou même des fois un jour ou 2 jours plus tard. Les formations continues, les webcasts, les vidéographies, podcasts, etc. Donc on est inondé par de l'information et avec votre travail sur les données de la vie réelle, cette liste va s'allonger encore plus. Ce qui a amené mon collègue au célèbre département de pharmacologie de l'université de Liverpool en Angleterre de proposer la théorie suivante où il dit qu'on arrive en fait par la quantité des données aux limites de nos limites en capacité d'absorption et d'analyse des données. Donc c'est un élément pour vous à prendre en compte. Et enfin, je terminerai par ce magnifique bouquin, si vous avez le temps de le lire. C'est que si toute distorsion de la pensée médicale, le résultat, c'est un impact sur la prise en charge des patients. Donc, de votre spécialité de données de la vie réelle sortira énormément de données sort déjà, mais sortira encore plus. Et si ces données influencent de manière pas correcte la formation des soignants, inévitablement, il y aura un impact négatif sur la prise en charge des patients. Donc avec ça, je vous remercie. J'ai quelques éléments bibliographiques et je ferai plaisir de vous répondre. Comme Adama a dit, on a créé Boston Paris Biotech Summit. Paris parce que bon, c'est une marque mais c'est vraiment la France. On a des participants de partout en France. En général, on arrive avant la bio. La convention bio. Je laisserai quelques brochures ici. Vous êtes invités à venir pitcher. Il n'y a aucun frais, aucun coût, mais il y a une sélection à présenter, à voir du monde. Et c'est un véritable pont entre Paris, entre la France et Boston. Boston qui est une ville, malgré sa richesse académique, très, très, très ouverte sur la collaboration. Donc, on a besoin de collaborer, comme il y a une personne qui a dit tout à l'heure, les problèmes qu'on a à gérer, les problèmes simples ont été résolus, les problèmes qu'on a devant nous sont extraordinairement complexes. Donc, n'hésitez pas à me contacter et je ferai un plaisir de discuter avec vous, de vous aider à venir à notre réunion. Sinon, je suis établi comme un consultant pour les affaires médicales et études cliniques et toujours à disposition pour de nouveaux projets. Merci beaucoup. Merci, Chahil.